etc., etc. Alors, la question que je me pose, c'est la suivante. On n'arrêtera pas ça. Il n'est pas question d'arrêter ça. Mais est-ce qu'on ne serait pas mieux d'investir dans des programmes diplômants? Je vous donne un exemple très simple. Mettons qu'il y a des jeunes, qu'on fait l'hypothèse qu'il y a des jeunes qui ont compris, un peu comme d'autres jeunes avaient compris au 19e siècle, que ça se passerait aux États-Unis. Puis on a vu les vagues d'immigration qu'on a vues vers les États-Unis au 19e siècle, puis on a vu ce que ça a donné. Mettons qu'il y a des jeunes qui se disent actuellement, ça va se passer où le 21e siècle? Ça va se passer en Asie. Alors, est-ce que, et donc que vos entreprises dans vos régions, puis tout ça, ça se peut qu'ils soient obligés de travailler avec des partenariats en Asie, le rôle que vous pouvez jouer dans l'activité économique, dans le virage à l'international de vos régions par vos programmes, etc., etc. Alors, est-ce qu'on est mieux d'offrir à ces jeunes-là des programmes diplômés? Est-ce qu'on est mieux, par exemple, vous avez un jeune qui veut se lancer en affaires, est-ce qu'on est mieux de faire comme Simon Fraser, de dire, justement, ils ont fait ça avec Jiao Tong, vous allez me dire, il n'y a pas rien que Jiao Tong en Chine, mais ça donne que c'est celle-là. Alors, Simon Fraser a créé des programmes, ils font un programme en business, ils prennent 20 étudiants, Simon Fraser en prend 20, Jiao Tong en prend 20. 20 ou 40, je pense que c'est 20. Mais c'est une cohorte. Là. Ça va? Les gens de Simon Fraser font les 2 premières années à Simon Fraser, même chose à Jiao Tong. Ils vont faire les 2 dernières années, ça croise. Sauf que les gens de Simon Fraser, il faut qu'ils soient capables d'étudier en chinois les 2 dernières années. Et les gens de Jiao Tong, il faut qu'ils soient capables d'étudier en chinois, en anglais, pardon, à la fin des 2 dernières années. Le résultat net, là, les 20 petits gars et petites filles qui se sont dit, ça va se passer en Chine, là, bien, ils sont équipés pour s'en aller en Chine. Les 20 petits gars et petites filles, s'ils reviennent, puis qu'il y a des entreprises dans leur région qui veulent les engager parce qu'ils veulent établir, ils ont besoin d'établir des partenariats en Chine, eux autres aussi, bien, ils ont du monde pour pouvoir le faire. Alors, dans un cas comme dans l'autre, dans un cas de figure comme dans l'autre, l'individu est gagnant, la région peut être gagnante et surtout l'institution est gagnante. Alors moi, je me dis, bon, c'est ce que je propose, mais dans mon institution, moi, je me dis, pourquoi est-ce qu'on ne met pas sur pied un petit programme avec du seed money, on met 100 000 50 000 par année. On finance, on fait un concours. Quels sont les 5 programmes qui veulent développer des programmes conjoints? Je vous dis l'Asie, mais ça peut être avec la Chine, ça peut être avec l'Allemagne, ça dépend du domaine, ça peut être avec les pays nordiques, ça peut être avec la France, les Américains, peu importe. Mais là, tu dis aux collègues, on vous donne 10 000, nous autres, plus 10 000 de la faculté, on vous donne 20 000 vous allez créer un programme diplômant. Hein, on vous donne 2 ans pour le créer, un programme diplômant. Au lieu de signer une entente d'échange ciblé, comme ce qui était l'étape avant, c'est où on en est actuellement, vous allez créer des programmes diplômants. 5 par année, pendant 5 ans, ça en fait 25. L'image de ton institution est totalement changée. L'image de ton institution est totalement refaite. Les réseaux dans lesquels tu es inscrit sont totalement réorganisés. Encore une fois, là, je ne vous parle pas d'un plan de match là, qui est une affaire. Là. Je vous dis juste que tu en mets 5 sur la table par année. Si tu ne les as pas, tes 5, ben, tu viens de comprendre que ça ne marche pas. Les gens ne veulent pas virer à l'international. Ça ne sert à rien de tirer. Tu ne peux pas faire ça top-down. Il faut que ça se fasse bottom-up, cette affaire-là. Ta job dans un niveau, dans vos niveaux, c'est de créer des conditions pour que les gens qui sont sur le terrain ils se disent « ça y est, mon cégep veut que je vire, mon université veut que je vire ». Ils ont créé les conditions minimales pour qu'effectivement, on puisse se positionner à l'international. C'est le premier changement dans mon monde. Premier changement, donc, on glisse de plus en plus vers une mobilité diplômante. Le deuxième changement, c'est qu'on glisse de plus en plus vers une mobilité de premier cycle à une mobilité de deuxième et troisième cycle. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'un étudiant au doctorat ne viendra pas à l'Université d'Ottawa, il n'ira pas à l'Université de Montréal, à McGill, uniquement parce que McGill a des bons programmes de doctorat. Il va aller à l'Université de McGill parce que l'Université de McGill va être capable de lui garantir un accès direct au meilleur centre de recherche dans son domaine d'expertise. Autrement, et la compétition se joue là-dessus. Autrement, est-ce que, moi, là, je veux dire, actuellement, vous prenez les co-tutelles de thèse, les programmes conjoints, c'est ça que ça veut dire. Tu me dis, moi, je vais aller faire mon doctorat à Laval, ou je vais aller faire mon doctorat à Ottawa avec Breton pour une raison très simple, parce que Breton, il travaille avec les Australiens dans ce domaine-là, puis il travaille avec les Allemands dans ce domaine-là. C'est là que ça se passe. Alors, je vais m'inscrire à Ottawa, je sais que c'est intégré à mon programme, je peux aller passer une année en Australie, une année en Allemagne, puis je vais obtenir mon diplôme. Actuellement, c'est ce qui se passe. Je vais vous donner l'exemple. Il y a une petite boîte qui s'est développée une stratégie internationale. Comme ça, c'est Sciences Po Paris. Sciences Po Paris, c'était connu pour les politologues, c'était connu dans le monde francophone.
Mais Sciences Po Paris à l'international, il y a 10 ans, c'était rien. Qu'est-ce que Sciences Po Paris a fait? Ça a été de développer ça. Ils ont développé des programmes conjoints, évidemment avec des partenaires haut de gamme. Ils sont complètement repositionnés. La première maîtrise qu'ils ont créée, ils l'ont faite avec London School of Economics and Political Science, puis Columbia, département de Sciences Po, Columbia, New York. Les trois programmes sont en réseau. Ils ont mis sur pied, les 3 universités ont dégagé un certain nombre de bourses pour les meilleurs étudiants des 3 universités, puis les étudiants font leur première année de maîtrise dans leur université d'attache. Ensuite, ils vont faire la deuxième année s'ils sont sélectionnés pour la bourse, ou ils peuvent y aller même pour financer. Ils s'en vont dans la deuxième université. Le résultat net, ils obtiennent un double diplôme. Le résultat net, donc, une maîtrise, Sciences Po Paris, Columbia, New York. Le résultat net, c'est que ça leur donne accès à 2 marchés du travail, avec un double diplôme semblable. Évidemment, ça peut prolonger la durée des études, mais tu ne fais pas ça si tu veux développer du positionnement. Ouais. Tu ne fais pas ça avec du bas de gamme. Tu fais ça avec des partenaires qui font en sorte que tu peux travailler avec eux autres. Je vous laisse le soin de trouver des partenaires avec lesquels vous voulez travailler. Vous voulez travailler, on leur fera, jeune homme, parce qu'ils font aller trop vite, eux autres. Là. Avec lesquels vous pouvez travailler et vous savez qu'en faisant ça, ce n'est pas gênant pour vous autres. Évidemment, il y a toute la question des diplômes dans votre cas, mais dans notre cas, ce n'est pas un enjeu. On peut le faire. Je vous dis qu'il y a là une tendance lourde. Des pistes de réflexion. C'est toujours une bonne manière de m'entendre un peu. Hein? Qu'est-ce que c'est que j'ai là? OK. Des pistes de réflexion, oui. Alors, évidemment, quelle stratégie de financement? Alors, je vous laisse réfléchir à ça, mais c'est évidemment une question majeure. Moi, je vais vous dire qu'actuellement, à l'Université d'Ottawa, si on se lance dans le recrutement international au premier cycle, on va tout simplement prendre les revenus qui vont venir du recrutement pour financer nos programmes de doctorat à l'international. Alors, on va essayer de boucler la boucle, de développer une espèce de cellule internationale où les revenus qui vont provenir... Écoutez, à l'Université d'Ottawa, on a 2000 quelques étudiants internationaux qui rapportent à peu près 23 millions en frais de scolarité. C'est de l'argent, ça, 23 millions. Là. Alors, qu'est-ce que c'est de dire, donnez-moi 10 du 23 millions, donnez-moi-en 15, donnez-moi-en 20 Bien, moi, l'idée, c'est qu'actuellement, comme bureau international, vous devez être dans la même position que moi. Je suis un peu comme un assisté social. Je veux dire, au sens où mon financement dépend de ce que la direction veut me donner. Alors, moi, j'aimerais bien mieux me comporter en acteur, hein, en entrepreneur autonome, pas dans une perspective de profit, dans une perspective de faire vivre mon international. Alors, moi, dans mon cas, le fric, il est où? Il peut être soit dans le recrutement ou soit dans des projets que je vais faire. Mais l'idée, c'est de remettre ce fric-là toujours dans l'international. Et dans mon cas, c'est clair que l'international irait pour permettre à mes programmes conjoints de doctorat, par exemple, d'être sûr que mes étudiants ont des bourses pour reprendre mon exemple de tantôt, en Allemagne ou en Australie, qui ne commenceront pas à courir après le fric pour faire ça. Ça va? Alors, il y a ces enjeux-là. L'autre piste de réflexion, je passe rapidement sur la diplomatie du savoir. Ça, c'est un de mes dadas, mais il va falloir que les gouvernements comprennent à un moment donné que c'est tellement sérieux l'enseignement supérieur qu'il va falloir qu'on en fasse un axe. Et actuellement, au lieu de le penser strictement dans une perspective économique, je pense qu'on devrait le penser dans une perspective beaucoup plus politique et en faire un axe de stratégie internationale. Précisément ce que l'Allemagne a fait pour faire de la science son 4e axe de sa diplomatie internationale. Alors, il y a des choses à faire là-dessus. Est-ce que, dans votre domaine, est-ce que pour développer des trucs au niveau de l'enseignement supérieur canadien et québécois, on a besoin d'un organisme de coordination? Regardez les Allemands avec le DAD, c'est des trucs autofinancés. Regardez les Anglais avec le British Council, etc., etc. Il reste que dans la situation canadienne, je vais parler du Canada, là, on a l'air fou actuellement. Une chatte ne retrouverait pas ses petits là-dedans. Je veux dire, c'est tellement éclaté qu'il n'y a rien à faire. Puis en plus, c'est éclaté, puis il y a des gens qui jouent des logiques territoriales là-dedans. Touche pas mon territoire, tu sais, je ne toucherai pas au tien. Alors, je veux dire, ça ne marche absolument pas. Pendant ce temps-là, le train passe. Il y a des universités qui ont changé de vitesse, il y a des sociétés qui ont changé de vitesse dans ce domaine-là. Puis nous autres, on roule toujours à 90 km/h, puis il y en a d'autres qui sont à 140. Ça passe comme des balles à côté de nous autres, tu sais, puis on s'en va. Alors, on est... Bon, je ne sais pas de votre côté, mais prendre votre place, les cégeps dans l'éducation internationale, dans l'enseignement supérieur, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire symboliquement
en vous positionnant. Vous pourriez facilement organiser une conférence, penser organiser une grande conférence internationale à ces niveaux-là. Quand vous allez dans les grandes organisations d'enseignement supérieur, c'est strictement pour le monde universitaire. Vous allez à NAFSA, vous allez à l'EAIA en Europe, même vous allez au vous allez CONAEC, vous allez au BCEI, etc., etc. C'est toujours essentiellement pour le monde universitaire. Compte tenu de ce que je vous ai dit tantôt, je ne suis pas certain que, compte tenu de ce que sont les cégeps, il n'y aurait pas là, encore une fois, si on avait un gouvernement qui comprenait ça, tout ça, la diplomatie du savoir, je ne suis pas convaincu que vous ne pourriez pas planter, il n'y a pas là un chantier de travail, là, en termes de positionnement international, scorez les premiers, faites-la donc, organisez-la, puis il y a peut-être des choses à faire à partir de ça, mais ça peut se faire dans une perspective de positionnement, mais dans une perspective aussi de création de réseau. Bon, réseau versus consortium, je vous dis juste qu'actuellement, mon PIF, plus que mes analyses, mon PIF me mène à penser qu'on s'en va de plus en plus vers des logiques de consortium que des logiques de réseau. On a mieux se retrouver 4-5 universités autour d'un objectif, de travailler dessus à l'international, plutôt que de créer un réseau de 50 universités autour de je ne sais pas trop quoi. Et, organiser, je vais vous donner un exemple, mais je fais l'hypothèse que c'est un mauvais exemple, mais c'est le seul qui me vient en tête. Comment est-ce qu'on organiserait un réseau d'universités publiques, tu sais, pour se dire on va se ramasser avec 25 universités publiques de partout dans le monde? Quand vous regardez l'output de ça, je veux dire, il n'y en a pas. Par contre, mettez-vous 5 universités, vous voulez 5 cégeps internationaux, vous mettez en réseau autour d'un objectif, un programme technique X. Alors, regardez ce qui se passe dans le monde universitaire, les résultats sont là. Les résultats sont là. Et nous autres, actuellement, moi, en tout cas, je suis dans une logique de consortium, mais plus dans une logique de réseau. Conclusion, l'apport de l'international au cégep, il peut y avoir nettement une amélioration de l'expérience étudiante, hein, nettement par l'amélioration de la qualité de la formation préuniversitaire et technique, par l'amélioration des programmes. Vous pouvez apporter des nouveaux modèles de formation, etc., etc. Laissez-moi juste 30 secondes pour parler de Melbourne. Juste pour vous dire de ce qui se passe. Vous savez, l'Université de Melbourne, qui est une université qui se compare à Laval, Ottawa, 40 000 étudiants. Bon, ils avaient environ 80 programmes, 80 bacs au premier cycle, 96 bacs au premier cycle. Ils ont décidé de tout fermer ça et d'en créer rien que 6. Alors, de faire un peu des espèces de liberal hot college. Alors, quand vous parlez de deck back, vous pouvez maintenant, si vous prenez le modèle de Melbourne, je ne suis pas certain que vous ne pourriez pas penser à des deck back au niveau international, articulés mais au niveau de la formation générale. Parce que le modèle de Melbourne veut tout simplement dire qu'il n'y a plus de formation spécialisée au premier cycle. La formation spécialisée ne va se faire qu'au deuxième et troisième cycle. Et il y a beaucoup de domaines qui sont comme ça. Si vous prenez, par exemple, les relations industrielles dans le monde anglo-saxon, ce n'est pas un programme de premier cycle. Si vous voulez faire des relations industrielles dans le monde anglo-saxon, vous allez faire ça strictement à la maîtrise. À part le Québec, par exemple, la médecine au Canada anglais et en Amérique du Nord, c'est un deuxième diplôme. Ça te prend un premier diplôme universitaire pour faire de la médecine. Même chose en droit. Si vous regardez, si vous voulez faire du common law, bien, du common law, ça vous prend un premier bac pour faire du common law, etc., etc. Alors, il faut voir ce que ça peut vouloir dire pour vous autres comme axe là, de travail au niveau de la formation générale de qualité. Ça veut dire que vous pourriez peut-être penser à envoyer vos étudiants faire une année en Australie dans le cadre de leur formation générale, comme les premiers bacs sont des bacs, comme les bacs sont rendus des bacs généraux, si on veut, il y a peut-être là un moyen d'articulation, un volet de stratégie internationale qui peut être intéressant pour vous autres. L'apport des cégeps à l'international, bon, ben, vous le voyez, vous pouvez offrir des programmes de qualité, vous pouvez travailler très clairement dans les pays du Sud, vous pouvez ajouter beaucoup à l'innovation et à la diversité. Enfin, vous pouvez aussi travailler dans une logique d'entrepreneuriat social. Mais ça, je m'arrête là-dessus. J'attends une question pour développer. Je ne peux pas aller plus loin que ça. Voilà, c'est fini.